Marine Calmet, notre invitée, bonjour. Vous êtes juriste et militante. Vous avez créé votre propre association, Wild Legal. Et en avril dernier, vous avez publié une tribune dans Le Monde assez iconoclaste, plus encore aujourd'hui, à la veille des cérémonies d'ouverture des JO de Paris. Dans cette tribune, vous écrivez « La Seine n'est pas une piscine olympique, ce fleuve a des droits ». Alors, c'est évidemment l'occasion pour vous de mettre en avant votre combat, donner une personnalité juridique aux non-humains. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, il s'agit de les reconnaître juridiquement comme des sujets et non comme des biens, des marchandises ou des services écosystémiques, d'où cette tribune justement pour dire nous avons un rapport trop utilitariste au milieu de vie dans lequel nous sommes, à tel point que nous en oublions qu'il s'agit de lieux vivants et que nous ne sommes pas la seule espèce dont l'intérêt prédomine sur les autres. Et donc le mouvement des droits de la nature vise à rééquilibrer le rapport de force juridique entre humains et autres qu'humains. Mais est-ce que ça veut dire que un fleuve peut avoir les mêmes droits qu'un être humain? Pas les mêmes, ça n'a pas de sens pour un fleuve, mais des droits propres et à ses besoins. Et la même réflexion pour toutes Indépendamment des besoins des hommes? Évidemment que non, il s'agit de coordonner en fait et de concilier tout simplement les besoins humains, les intérêts, notamment les intérêts économiques, et les besoins propres des écosystèmes et de toutes les entités qui composent ces écosystèmes. Parce qu'on est face à une crise écologique qui est justement le produit de cette décorrélation entre les intérêts humains prédominants et le monde vivant qui subit en permanence nos agressions, nos violences. Et on a besoin d'un nouveau modèle juridique pour cohabiter avec le monde dans lequel nous habitons. Justement, d'un point de vue strictement juridique, comment on accorde un statut à un élément du monde vivant, quel qu'il soit? Alors, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça existe déjà en droit français. On a créé le statut de parc, de réserve, etc. On sait créer des personnes fictives lorsqu'il s'agit de protéger des territoires. En revanche, la différence avec des pays ailleurs dans le monde qui ont reconnu les droits fondamentaux de la nature, là, il s'agit non seulement de créer cette personnalité juridique, mais aussi de la rendre titulaire de droits propres qu'elle peut défendre en son nom. Donc, c'est l'inscrire dans la Constitution, c'est créer des lois. Concrètement, comment ça marche? Il y a des stratégies différentes. En Équateur, par exemple, ils ont décidé de l'inscrire dans la Constitution en 2008. En Nouvelle-Zélande, ils ont reconnu dans une loi les droits du fleuve Wanganui et ont nommé des représentants maoris pour parler au nom des intérêts du fleuve. En Espagne, chez nos voisins, il y a une loi en septembre 2022 qui reconnaît les droits d'une lagune. Donc tous les modèles et toutes les stratégies juridiques sont envisageables et on y travaille en France avec Wild Legal parce qu'on veut faire en sorte de trouver justement la bonne voie juridique. Alors votre engagement vous a conduit jusqu'en Guyane, où vous êtes mobilisé contre un projet minier, la Montagne d'Or, face à une multinationale. C'est un moment fort pour vous, c'est un moment fondateur pour vous dans le bien fondé de votre action? Complètement, parce que c'est un déclic pour moi. D'une part, le projet Montagne d'Or, ce projet minier au milieu de la forêt amazonienne, c'était vraiment le symbole des échecs de notre droit de l'environnement à faire face justement à ce genre de projet totalement démesuré, totalement écocidaire. Et c'était aussi une vraie révélation parce qu'en Guyane française, j'ai découvert le droit coutumier amérindien et j'ai bien vu qu'il existait d'autres manières de faire du droit pour garantir une harmonie entre les intérêts humains et les besoins propres de la nature. Comment on sélectionne? Est-ce qu'il faut garantir des droits juridiques à tout le monde vivant ou est-ce qu'il faut procéder au cas par cas en fonction des situations? En fait, il s'agit surtout de stratégie juridique en fonction des opportunités politiques. On pourrait faire tout. Dans l'idéal, il faudrait reconnaître que chaque individu non humain a des droits, puisque éthiquement parlant, il ne nous appartient pas à nous, êtres humains, de décider qui a des droits, puisqu'il s'agirait encore une fois de refaire cette logique où nous, êtres humains, appliquons notre regard complètement anthropocentré sur le monde. Mais enfin, ce n'est pas une forêt qui va décider du droit qu'on va lui accorder. Donc c'est bien aux humains aussi de déterminer quelles sont les échelles de priorité. Oui, et pour ça, il faut écouter évidemment ce que nous disent les scientifiques. C'est aussi redonner de la place à la fois au savoir, à la science, mais aussi au savoir vernaculaire, à ceux des peuples autochtones et aux habitants, aux premiers habitants des territoires, qui connaissent les lois de la nature parce que bien souvent, ils vivent justement en adéquation avec ces lois. Alors, au sein de votre association Wild Legal, vous avez vous organisez des procès fictifs. Quel est l'objectif de ces procès organisés? Est-ce que c'est pour sensibiliser, c'est pour former de jeunes avocats? C'est quoi l'objectif? Alors, d'une part, oui, on forme une vingtaine de jeunes avocats par an à ces questions des droits de la nature. On sensibilise aussi tout notre réseau professionnel, les magistrats, les avocats, les universitaires. Mais c'est aussi dans le but d'être une fenêtre ouverte sur le monde juridique que pourrait constituer, cette alternative juridique que pourrait constituer les droits de la nature demain, en montrant concrètement
par un exemple précis ce à quoi ressemblerait un procès si la nature avait des droits. Eh bien justement, nous avons isolé un petit extrait qu'on va regarder immédiatement. Alors, avec le son, ce serait mieux. Mais si nous n'avons pas de son, c'est pas très grave. Le combat sur le plan juridique, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas aux autres types d'actions? Est-ce que vous essayez de faire progresser une idée là où d'autres ont échoué dans les différents mouvements écologistes? Au contraire, comme le montre le livre que nous avons publié avec l'Agence française de développement sur ce sujet, les droits de la nature, en fait, il s'agit d'une action concertée. On ne peut pas penser le droit comme un outil isolé, comme l'alpha et l'oméga de l'action. Il faut repenser nos modèles économiques, repenser nos gouvernances, c'est-à-dire l'administration dans nos territoires. Ça demande de repenser la démocratie et d'y ajouter la voix des éléments naturels, la représentation des intérêts de la nature dans nos modèles démocratiques. Et donc, on ne peut absolument pas se passer d'une réflexion sur le grand angle, en fait, c'est-à-dire sur tous les volets de notre société qui vont être concernés par cette révolution juridique. Alors, en général, l'Europe est quand même assez avant-gardiste sur les normes écologiques. Pour autant, cette idée n'arrive pas à progresser. Vous avez cité l'Espagne précédemment, mais l'Espagne est un cas tout à fait isolé en Europe. Comment expliquer que l'Europe n'aille pas plus loin dans sa façon de considérer la protection de la nature? Ça arrive assez vite puisque les Pays-Bas ont déjà beaucoup progressé sur la question. En Écosse, ils en sont déjà à... Qu'est-ce que vous entendez beaucoup progresser? Il y a eu plusieurs territoires, collectivités territoriales aux Pays-Bas qui ont commencé à inclure ça dans leurs droits, dans leur ville. Et puis en Écosse, il y a eu un grand mouvement qui a mené à une grande réflexion. Il va probablement y avoir un référendum au niveau écossais justement pour intégrer les droits de la nature dans la Constitution. On n'est pas en retard, c'est juste que je dirais notre droit occidental, notre droit européen, il est profondément utilitariste. Il s'est construit sur du droit romain qui divise le monde de manière binaire. Il y a les personnes et les choses. Et le vivant dans son ensemble était jusqu'ici considéré comme des choses. Et on a du mal à déconstruire cet imaginaire juridique et à dire, en fait, il se trouve que le vivant est en fait composé d'entités naturelles vivantes et que nous avons besoin d'apprendre à cohabiter ensemble. Et donc c'est à la fois une révolution juridique, mais aussi une profonde révolution culturelle. Et c'est peut-être pour ça que par rapport à l'Amérique du Sud, où l'influence de la Pachamama, de la terre-mère est plus puissante, eh bien là, le mouvement est déjà très structuré et très organisé, évidemment. En France, est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'il y a des frémissements ou pas du tout? Oui, eh ben, tout à fait. En Guyane française, notamment, nous avons déposé en janvier de cette année le premier recours pour faire reconnaître le droit à la santé d'un fleuve, en l'occurrence le fleuve Maroni, qui est notre fleuve frontière avec le Suriname. Et avec un collectif d'associations, notamment autochtones, nous avons porté ce recours en justice parce qu'il y a une corrélation évidente entre le droit à la santé des populations qui vivent sur ce fleuve Maroni, qui sont impactées quotidiennement par le mercure, qui est le résultat des activités minières illégales en Guyane, et les droits du fleuve, parce que les scientifiques le disent, le fleuve est en train de mourir. Alors comment fait-on pour protéger un fleuve, celui-ci par exemple? Quelles sont les actions? Donc c'est des interdictions, on ne peut plus rien faire autour de ce fleuve. Comment ça se passe? Alors en l'occurrence, ces activités-là, elles sont déjà illégales. En revanche, on n'a pas mis en place les programmes, notamment en matière de sécurité, en matière économique, pour permettre à ce fleuve tout simplement de survivre aux activités minières qui se trouvent sur ce territoire. Et par ailleurs, en France, le mouvement se propage parce que dans beaucoup de territoires, il y a des rivières, des fleuves, des forêts qui sont victimes d'industries lourdes, qui sont victimes de projets destructeurs, et des collectifs citoyens se mettent en place, que ce soit en Savoie, que ce soit en Corse, que ce soit sur la Garonne ou sur la Seine, puisqu'on on soutient aussi un collectif sur la Seine. Il y a énormément de questions aujourd'hui qui sont travaillées par les citoyens, qui sont travaillées par les associations et qui commencent heureusement à interroger aussi les collectivités territoriales et les autres institutions françaises. Alors, vous dites aussi que c'est par le biais des rizières et des fleuves que ce mouvement va gagner du terrain et se propager, parce que finalement, la sécheresse, c'est votre meilleur allié. Notre allié, non, c'est une vraie problématique. Mais il se trouve que les sécheresses qu'on a eues ces dernières années, elles ont réveillé vraiment l'opinion publique. On s'est retrouvé face au mur et face à un constat d'échec. Notre droit, notamment le droit européen, la directive cadre sur l'eau, n'est pas capable de résoudre le problème. On a
pas le droit qui répond véritablement à ces enjeux, c'est-à-dire qu'on a continué à artificialiser, on a continué à construire des barrages, à pomper dans les nappes phréatiques, et on n'a jamais remis profondément en cause ce modèle. Pourquoi ? Parce que justement, le mouvement des droits de la nature propose de prendre à la racine cette problématique en disant la nature a des droits, nos activités doivent être compatibles avec les droits fondamentaux de la nature aussi. Alors, jusqu'où? Parce que j'ai vu dans l'une de vos vidéos, vous avez une action commune avec Sea Shepherd et vous vous êtes opposé à des éoliennes offshore au large de la Bretagne en France. Jusqu'où doit-on protéger la nature quand, par exemple, des gouvernements essaient de développer justement des énergies propres? Alors, c'est une très bonne question. En fait, nous ne sommes pas du tout contre l'éolien en mer. Nous sommes contre l'éolien en mer, celui qui ne respecte pas les meilleures connaissances scientifiques. Or, les scientifiques, notamment ceux du Conseil national de protection de la nature, ont dit on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de détruire des milieux marins qu'on ne sait pas compenser, qu'on ne sait pas restaurer. Et sur le court terme, on n'a aucune idée, ni sur le long terme d'ailleurs, de là où on va et si l'impact n'est pas potentiellement plus dommageable en menant ces projets jusqu'à terme. Et donc c'est ça sur lequel on alerte sur ces questions-là. On peut faire beaucoup de choses dans la transition écologique, mais il faut aussi respecter les besoins propres du vivant. Et c'est justement la balance pareil à pour trouver. les batteries, par exemple. Pour les batteries, il faut des minerais, il faut des métaux rares. Enfin, oui. Et vous avez le cas en Chili aujourd'hui avec des marches de la soif et des gens qui, à cause des industries minières et notamment donc comment concilier nos modes de vie avec un environnement plus sain? Mais il faut s'appuyer sur les meilleures connaissances scientifiques. Il y a des activités qui sont parfaitement incompatibles avec les droits de la nature, et notamment dans le cadre d'activités Mais chaque minières. activité humaine est incompatible avec la nature. Non, l'agriculture, la permaculture, l'agriculture des sols sans intrants chimiques n'est absolument pas incompatible avec les besoins du vivant. Au contraire, elle s'appuie sur les connaissances du vivant pour proposer des solutions qui sont bénéfiques à la Terre et aux humains. Est-ce que vous comprenez ceux qui craignent qu'il y ait un risque de concurrence justement entre deux intérêts, l'intérêt de la nature et l'intérêt des hommes? Oui, et je trouve que cet argument, il est au mieux naïf. Vous comprenez que ça puisse faire peur? Je comprends que ça puisse faire peur, mais alors je préfère désamorcer tout de suite les craintes. Ce qui devrait faire peur, c'est au contraire le fait qu'on ne puisse pas protéger les droits fondamentaux de la nature, parce que nos droits fondamentaux en dépendent entièrement. Aujourd'hui, si la nature n'est plus en capacité de fournir de l'eau potable, un air respirable et un environnement sain pour les êtres humains, c'est parce qu'on ne sait pas prendre soin de la nature. Protéger les droits de la nature, c'est protéger les droits humains, c'est le même combat. Merci beaucoup Marine Calmet. Je rappelle que vous avez dirigé un ouvrage Droit de la nature. Voilà, c'est là, et c'est Droit de la nature commandé. Voilà, c'est plutôt cet ouvrage-là qui a été commandé par l'Agence française de développement. Ça, c'est aussi un signe de... on vous accorde un crédit d'ouverture. La plupart des institutions aujourd'hui, justement, adoptent au moins cette logique, cette ouverture d'esprit à la question des droits de la nature. Et j'en profite aussi pour dire que, pour ceux qui regardent cette émission, Wild Legal cherche son prochain thème de procès simulé. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er août. Comment vous les sélectionnez très rapidement? Eh bien, en fonction de la pertinence au regard des droits de la nature. Est-ce que ces cas vont nous permettre justement d'illustrer la faisabilité, mais aussi l'effectivité des droits de la nature en France? Et puis, eh bien, est-ce que nous pouvons concrètement aider dans ces territoires à faire avancer la cause? Et nous cherchons pour ça de nouveaux alliés pour notre prochain procès pour les droits de la nature. Merci beaucoup Marine Calmet d'avoir été l'invitée du Grand Angle. Merci à vous.